Hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Agneau et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, bien sûr j'ai une invitée exceptionnelle pour vous, comme d'habitude, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas encore, avec ce podcast et cette émission YouTube, j'essaye d'inviter dans votre quotidien des personnalités toutes plus intéressantes, toutes plus différentes les unes que les autres, pour qu'on apprenne collectivement à voir grand, à viser l'impossible et à se rendre compte que rien n'est impossible justement à ceux qui rêvent assez grand. Et je crois que la personnalité que j'ai invitée aujourd'hui incarne absolument parfaitement cette petite baseline personnelle. Il s'agit de Colline Bertrand, qui est la cofondatrice de la très jolie marque de cosmétiques La Rosée. Vous savez, ces petits flacons absolument charmants qu'on retrouve maintenant dans toutes les pharmacies de France et même à l'international dans 11 pays, j'ai appris. La Rosée justement fête ses 10 ans, une très très belle success story d'une marque indépendante créée par deux femmes passionnées de santé, de naturalité qui vous voulez voir les choses différemment et avec indépendance d'esprit, des valeurs qui me ressemblent et que j'adore, donc j'étais ravie de les mettre en avant dans le podcast. Dans cet épisode, on a parlé bien sûr du parcours de mon invitée Colline, comment elle était arrivée dans le monde de la santé, qu'est-ce qui l'avait fait vibrer, du fait qu'elle avait lancé La Rosée avec une idée très précise en tête, comment les choses ensuite avaient évolué, les challenges aussi qu'ils avaient vécu, parfois des plantages un peu monumentaux, et en même temps le fait de ne jamais vouloir abandonner, ce qui fait que 10 ans plus tard, La Rosée est devenue une très très belle success story française que je vous invite d'ailleurs à découvrir, ainsi que le profil de Colline sur son compte LinkedIn. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Colline Bertrand. Salut Colline. Salut Pauline. Eh ben, je suis enchantée d'être avec toi. Moi aussi, je suis ravie. Merci beaucoup. Merci d'autant plus que, comme tu me le disais juste avant, tu fais pas beaucoup d'interviews. Non, c'est ça. Donc je suis d'autant plus heureuse d'avoir un peu l'avant-première de l'histoire incroyable La Rosée. Mais tu sais, ce podcast, c'est un podcast évidemment sur les entreprises, les entrepreneurs, mais aussi les personnes derrière ces entreprises et ces entrepreneurs. Et donc, j'ai assez envie d'apprendre à te connaître avant qu'on rentre dans le vif du sujet de La Rosée, parce que je suis sûre que tu as plein de choses intéressantes à nous raconter. J'aimerais comprendre le cheminement qui t'a mené là où t'en es aujourd'hui et qui a fait que vous avez fait avec ton associé tout ce que vous avez fait. Alors, est-ce qu'on peut commencer simplement? Tu me dis où tu as grandi, dans quel contexte, quelle famille, comment était la petite Colline, est-ce que t'étais hyper introvertie, est-ce que tu faisais les 400 coups? Enfin, j'aimerais comprendre, avoir un peu un espèce de tableau, tu vois, okay, de ton enfance. Alors, écoute, moi, je suis née en Belgique. Donc voilà, j'ai 2 frères, une sœur. Mes parents ont fait 2 et 2, donc j'ai des frères et sœurs plus âgés que moi. On a 15 ans de différence pour les premiers. Wow. Et un petit frère qui est plus proche de moi. Ma mère était prof de français et de latin. Mon père a gravi les échelons petit à petit, fini directeur général d'une entreprise. Donc je pense que c'est lui qui m'a donné vraiment le sens du business, le goût du business. Il était dans le monde de la santé ou rien à voir? Non, piscine. D'accord. Donc les produits piscine. Okay. Voilà. Et voilà. Et la petite Colline, elle était plutôt indépendante. Plutôt timide à l'époque, je pense. Voilà, mais elle a changé. Et avant que je te demande en quoi tu as changé, t'avais un rêve quand t'étais petite, tu savais ce que tu voulais être plus tard, tu t'avais un peu un espèce de fantasme de je serais grande et je serais 3 petits points. Astronaute, non. magicienne. Alors je suis passée par pas mal d'étapes. Quand je regardais Ali McBeal, je voulais être avocate. Ensuite urgence, du coup je voulais être médecin aux urgences. Voilà, donc je suis passée un peu par toutes les étapes, mais non, je pense que j'avais envie vraiment de travailler dans la santé, proche des gens. D'accord. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait pharmacie. J'allais te demander comment t'étais tombée dedans, parce que c'est vrai que souvent, sauf erreur de ma part, les personnes qui font pharma ont des parents pharmaciens. C'est quand même assez commun. Et donc, toi, c'est pas du tout le cas. Donc, déjà, on sent ton indépendance, que tu nous as dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui fait que ça t'a plu et que ça t'a attiré? Alors en fait, j'hésitais entre médecine et pharmacie. C'était vraiment quand tu dois choisir une semaine médecine, une semaine pharma. Puis j'ai fait un stage. J'avais fait un stage en 3e en pharmacie, ça m'avait plu. Et je voyais la pharmacie comme ça correspondait un peu à tous mes critères, c'est-à-dire la santé, un pied dans la santé, être proche des gens et en même temps avoir mon propre business. Et c'est ce que je voulais. C'est pour ça que j'ai fait pharma.
Super intéressant. Ok. Une autre question sur ta famille. Après, t'inquiète pas, on passe à d'autres sujets, mais je trouve ça toujours hyper intéressant de comprendre les valeurs les plus fortes, si tu veux, ou importantes à tes yeux, que tes parents t'ont transmises. Si tu peux m'en citer quelques-unes. Les valeurs, le respect, l'empathie, la liberté, c'en est une, la justice. Qu'est-ce que tu veux dire, par exemple, par liberté ? D'être, je revois ma maman me dire en étant petite, voilà, faut être libre, faut travailler, faut être une femme libre, voilà. Donc, autonome aussi. Autonome. Super intéressant. Et alors, bon, évidemment, j'ai envie de parler de cette idée quand même assez folle de créer La Rosée. Si je me trompe pas, c'est avec donc Mao ouais. qui était ta copine, ma grande amie, en pharmacie. De pharma, quoi. Ouais. On s'est rencontrés sur les bancs de la fac de pharma. Ouais. Voilà, moi j'avais raté mon concours en première année, et donc du coup en redoublant, voilà, on a pu se rencontrer sur les bancs de la fac. Ça avait du bon. Et du coup voilà, comme quoi les échecs parfois dans la vie, en fait ça amène des opportunités, et je l'aurais jamais rencontré sinon. Et donc on s'est rencontrés à ce moment-là, et en fait voilà, on était très amis. Et puis donc moi je travaillais en pharmacie, donc j'avais choisi la voie officinale, donc je voulais avoir ma propre pharmacie. Et c'est vrai que Mao avait fait HEC entrepreneur, donc le master, et c'est lors de son master, moi donc je travaillais, et en observant vraiment les consommateurs, on constatait qu'ils retournaient de plus en plus les produits, tu vois, on demandait des informations sur mais qu'est-ce qu'il y a dedans, quelle est la composition, ils étaient vraiment à la recherche de plus d'authenticité, de vérité, de transparence, et puis de naturalité aussi, puis de savoir ce qui se mettait sur la peau. Et en fait, on a senti qu'on était vraiment à l'aube d'une révolution dans les cosmétiques, parce qu'en fait, en faisant ces constats, tu te dis mais finalement c'est vrai, quand je retourne les produits, finalement tel ingrédient est mis en avant et il est à l'état de trace dans la liste de composition. En fait, il y a quelque chose à faire. Et puis on a ressenti ça. C'était même, tu vois, je me rappelle la mode de la BB cream, de la CC cream, des crèmes qui font tout, et avec beaucoup de listes d'ingrédients. Et en fait, nous, on a vraiment pris le contre-pied, et on est vraiment revenu à la simplicité, tu vois, de la formule, avec le minimum d'ingrédients, des ingrédients sains. On a enlevé, avec une charte drastique, on a enlevé tous les ingrédients apolémiques, les perturbateurs endocriniens, etc. On est parti sur une gamme naturelle, donc très naturelle. On voulait la plus naturelle possible. Donc tu vois, on a un quart de la gamme qui est à 100% d'origine naturelle. Donc on est en moyenne à 98. Voilà, efficace, bien doser nos actifs. Et on a tout de suite eu aussi la volonté de créer une marque éco-responsable. Tu vois, quand il y a 10 ans, on en parlait beaucoup moins. J'allais te demander, rappelle-moi, c'était en quelle année du coup vraiment on a lancé en 2015. On a créé en 2014. C'est vrai que du coup je saute du coq à l'âne, parce que c'était au moment où Mao faisait son master à HEC qu'on a eu l'idée toutes les deux, et que en fait c'est né à ce moment-là. On a pitché, tu vois, à HEC et devant le jury de la H. Et finalement on a comme ça passé toutes les étapes. Pau Alain Bloch, si tu nous entends, le directeur de la majeure HEC Entrepreneur. Et finalement, tu vois, bien on a fait tout le parcours comme ça, et à la fin on s'est dit, on a fini dans les 3 derniers groupes, et on s'est dit tiens, en fait, si on y allait. En fait, c'est un vrai business, quoi. En fait, go, quoi. On réfléchit pas, on a toutes les deux un grain de folie, et bam, on s'est lancé sans trop se poser de questions. Donc là, tu vois, je passe. Non, mais pas du tout. Mais en fait, excuse-moi, je t'ai interrompu, parce que c'est vrai que pour remettre en contexte, en 2015, il n'y avait pas du tout le même air du temps que maintenant, où maintenant c'est presque devenu pas commun, mais si tu veux, toutes les marques s'en prévalent, et d'ailleurs probablement avec beaucoup de greenwashing, etc. Mais à l'époque, c'était quand même assez novateur. Et effectivement, on n'était pas du tout dans cette trend, on était dans la trend BB cream, quoi. Complètement. Et du coup, l'éco-responsabilité, elle était vraiment, mais c'est au cœur de l'ADN qu'on voulait donner à la marque. Et tu vois, on a d'ailleurs enlevé les packaging secondaires, donc les boîtes autour des produits dès
dès le lancement. Et c'est vrai que ça a pu étonner les pharmaciens au départ, parce qu'on s'est lancé en pharmacie. C'est très rare, voilà. Et ils disaient, tiens, c'est pas fini pour certains, mais pourquoi vous mettez pas de boîte? Et tu vois, voilà, c'était vraiment très ancré. Donc, on a été précurseurs là-dessus, parce qu'on en parlait beaucoup moins. Aujourd'hui, toutes les marques les enlèvent, et tant mieux, c'est ce qu'il faut. Et donc voilà, on a au fur et à mesure d'ailleurs travaillé nos formules pour qu'elles soient le plus éco-responsables possible. Et je t'en parlerai plus parce qu'on va encore plus loin aujourd'hui. Et donc oui, voilà, on a travaillé nos formules, nos packs. Tu vois, maintenant nos flacons sont 100% recyclés, nos tubes d'origine végétale, etc. Et aussi un point essentiel, c'est qu'on voulait être une marque accessible. Et donc, tu vois, en moyenne, on est à 15 €. Ouais. Donc accessible pour le consommateur. Et ça aussi, ça faisait partie de l'ADN. Alors justement, ça tombe bien parce que tu vois, j'avais une question pour toi. C'était, est-ce que vous avez eu tout de suite un concept extrêmement clair et assez complet, si tu veux, holistique en tête avec Mao, ou est-ce que il a évolué avec les années? J'imagine qu'il y a des points qui ont évolué, et je veux bien que tu m'expliques justement qu'est-ce qui a été pensé dès le départ, entre guillemets, et qu'est-ce que vous avez fait évoluer avec le temps. Alors, tu fais tout évoluer avec le temps parce que ça se construit. Mais dès le départ, ce que je viens de te dire était vraiment présent. D'accord. Tu vois, les formules épurées, on démarchait, parce qu'on a démarché la France toutes les deux la première année comme ça pour convaincre les pharmaciens. Donc, et tu vois, notre discours évoluait parce que tu te rendais compte que arrivaient les mots dans ta bouche de formules épurées. Tu l'avais peut-être pas formulé comme ça au départ. De charte drastique. Au départ, tu te dis oui, je veux des produits sains, mais tu vois, ça s'affine au fur et à mesure. Donc oui, ça a évolué, et puis on a toujours, tu vois, retravaillé toutes les formules au fur et à mesure des années pour être toujours mieux, et on continue à le faire pour aller encore plus loin. Et voilà. Il y a des choses que vous avez mis en place que tu n'aurais jamais pensé mettre en place, ou même peut-être sur lesquelles vous avez changé d'avis, ou vous avez dit non mais en fait on va dans le mur. Je te donne un exemple, nous chez Gemio, au début quand on a lancé la marque, on était 100% digitaux, aussi pour des raisons de coût, sincèrement, avoir une boutique, voilà, forcément c'est très coûteux, mais aussi parce que sincèrement moi j'avais un peu envie de prouver que c'était possible de vendre de la belle joaillerie sur internet. Oui. Et en fait au bout d'un moment, en parlant à des clients, on s'est rendu compte quand même que c'était une erreur, et que vouloir être puriste n'avait pas de sens si jamais ça ne plaisait pas à la clientèle. Et donc on a fini par ouvrir une première boutique en 2014, et maintenant on en a 10. Donc c'est pour te donner un peu un exemple, tu vois, de choses sur lesquelles on a changé d'avis. Peut-être que vous avez vécu la même chose. Changer d'avis, genre j'ai pas de souvenirs. Chercher des compromis, oui, parce que parfois tu pars avec tous tes idéaux et tu te dis non, on va faire comme ci et on va faire comme ça, et il y aura pas de parfum non naturel, ou et puis petit à petit tu te rends compte aussi de ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire. Et effectivement on propose pas de l'aloe vera brut, tu vois, donc à partir du moment où tu construis ta formule, tu fais face à des challenges, et ce qu'on a fait, c'est vraiment enfoncer les portes, et c'est du coup tout à fait le rôle de Mao qui a développé les formules en vraiment tu vois cherchant toujours avoir le meilleur, tu vois, à être précurseur sur tout ce qu'on proposait, et enfoncer des portes, et ça oui, casser les codes, etc. On l'a fait, mais j'ai pas de souvenir de dire tiens on était parti là-dessus, finalement non. D'accord. Réajuster, trouver des compromis, oui, ça. D'accord. Oui. Un mot qui me vient beaucoup à l'esprit quand je t'entends là, c'est une forme d'indépendance d'esprit. Tu as dit d'ailleurs que tu étais une jeune fille indépendante quand tu étais plus jeune, et je pense que j'ai l'impression que ça vous caractérise. C'est ma parent qui me dit ça. Non, mais parce que tu vois, c'est vrai que typiquement l'exemple du packaging, de ne pas mettre du packaging autour, une surboîte autour de votre produit en pharmacie, c'est assez novateur. Ouais, c'était audacieux. C'est assez audacieux, et probablement les pharmaciens ont dû vous faire la vie infernale à un moment donné pour vous dire j'en veux, etc. Et donc il faut résister. Oui, il faut dans ce genre de cas, faut résister. Et donc je voulais parler de mindset et comprendre comment vous, jeune fille qui avez jamais créé une boîte, tu vois, qu'est-ce qui fait que vous avez résisté? Parce que souvent on se laisse convaincre quand même, c'est pas évident. Je pense que c'est juste ça, justement ça le propre de l'entrepreneur, c'est de croire en ton projet, d'être déterminé.
audacieux, donc tu sais que t'es différent, tu proposes quelque chose de différent et t'es convaincu qu'en fait ce sera la proposition du futur et du coup tu t'écoutes ta petite voix intérieure et puis tu te dis ok, évidemment que tu doutes et c'est là où quand t'es un duo c'est génial parce que tu peux échanger avec ton associé et quand tu doutes l'autre te relève et mais non mais on a raison et non on va laisser ces packaging sans boîte parce qu'en fait comme ça on économisera énormément de cartons et tu vois aujourd'hui on est hyper fiers de se dire que avec les volumes qu'on a vendus, on a économisé 250 tonnes de carton, tu vois, qui auraient été inutiles. Donc voilà, c'est de croire vraiment, d'être convaincu et de suivre ce que tu penses être vraiment le côté différenciant, enfin un des côtés différenciants, parce que c'est pas les boîtes qui ont fait qu'on a réussi, tu vois, mais de croire en ton concept, en ta proposition et d'y aller vraiment à fond. T'as eu quand même des périodes de gros doutes, de remise en question. Enfin, tu vois, pas forcément où tu t'es dit que t'allais quitter la rosée, mais en tant qu'entrepreneur, on vit quand même des hauts débats, c'est une évidence. Clairement, oui. Et donc, j'aimerais comprendre si t'en as vécu et si oui, si t'as des conseils sur comment t'en sors, en fait, toi, personnellement, de ces périodes difficiles. Je pense qu'il faut être bien entouré dans le sens où t'as des doutes tout le temps, c'est des hauts, des bas, des obstacles à traverser, enfin des tempêtes, tout ça, mais c'est d'être bien entouré, tu vois. Nous on a un codir vraiment très soudé, même une équipe, toute l'équipe, on est très très soudés. Et ça te permet vraiment de tenir, de te rassurer, de discuter, de trouver des solutions. Et du coup, c'est vraiment ça qui te tient, quoi. Donc voilà, qui permet d'avancer, d'être bien entouré. Ouais. L'équilibre de vie. J'adore pas poser cette question parce qu'ensuite on me dit ah mais tu ne la poses qu'aux femmes. C'est pas vrai, je la pose aux hommes aussi. Mais moi c'est un sujet qui me tient à cœur. J'essaye d'avoir tant bien que mal un équilibre de vie correct. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Ça dépend en tout cas qui me convient et qui fait que je ne souffre pas et que je suis heureuse. Et est-ce que j'imagine c'est un sujet pour toi comme pour tout le monde, mais est-ce que tu peux nous parler justement de ce que tu as mis en place pour trouver ton propre équilibre à toi? Ouais. Alors, équilibre, vie pro, vie perso, c'est un vaste sujet parce qu'effectivement, ça dépend de quoi on parle. Tu vois, j'ai 2 enfants, 5 et 3 ans. Vraiment, c'est ma priorité. Donc, du coup, je veux être là pour eux et je veux pas qu'ils souffrent du fait que je travaille beaucoup. Donc, du coup, je m'attelle vraiment à être là le matin, le soir, le week-end, les vacances, enfin d'être présente. Après, pour autant, est-ce que j'ai un équilibre? Non. Parce que je retravaille le soir, parce que entreprendre, c'est du travail, tu vois, tu le sais, et du coup, il faut que ça te convienne, il faut que l'adrénaline, l'aventure te transporte et te passionne pour que tu te dises ok, j'accepte de à certains moments mettre complètement ta vie sociale entre parenthèses parce que juste tu peux pas être une maman et en même temps avoir un emploi du temps méga chargé. Donc forcément équilibre parfait, donc je l'ai pas trouvé. Je déjeune très peu en dehors alors que j'aimerais bien le faire. La semaine on sort pas, enfin voilà, parce que c'est juste pas possible. Donc tu fais des choix, tu fais des sacrifices, ça c'est clair. Mais effectivement, comme tu le disais, il faut qu'il te convienne, il faut que tu sois heureux. Alors parfois c'est tu sais que là t'es en train tu trouves pas l'équilibre. Moi je travaille aussi avec mon mari, je sais que c'est ton cas. Donc mais je savais pas qu'il travaillait aussi avec vous. Ouais, et on se partage la direction générale. D'accord, ok, très bien. Il est là depuis le début, mais au début dans l'ombre, et en fait il a rejoint la Rosée il y a 6 ou 7 ans, 6 ans. Et à temps plein, voilà. Bon, il faisait génial. Ah oui, donc vraiment entreprise familiale comme nous. Voilà, donc tu vois, quand tu travailles avec ton mari, il n'y a pas forcément de coupure. Moi, j'en ai besoin d'une. Donc voilà, donc te dire que c'est un long fleuve tranquille, non. Te dire que je ferai autrement, non plus. Oui, et puis alors, ouais. Je dois dire qu'en plus se partager la direction générale, c'est pas évident quand on est en couple parce que du coup, même si j'imagine que vous avez des rôles qui sont assez répartis, c'est pas toujours facile, je pense, de faire la part des choses. Avec Mao, par contre, elle va plutôt être sur la partie produit, c'est ça, et développement en fait. Oui, Mao, elle était sur la partie produit et développement. Je dis était parce qu'elle a, pour des raisons personnelles et familiales, quitté l'opérationnel de la Rosée. Donc voilà, donc aujourd'hui elle est au board et à l'image. Ah ok, d'accord, je savais pas.
Très bien, super. Tu as laissé sous-entendre tout à l'heure que le fait de ne pas avoir de boîte n'était pas le facteur clé de succès principal de la rosée, et je peux imaginer. Et du coup, j'aimerais, si c'est possible, et sans révéler des secrets bien sûr inavouables, mais juste essayer de comprendre selon toi avec le recul, aussi pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent ou des personnes qui travaillent en marketing ou sur la création de marque, qu'est-ce qui ont été un peu des points clés, des moments pivots ou des facteurs clés déterminants du succès de la rosée, qui est quand même, et je tiens à le dire, assez spectaculaire, franchement, en aussi peu de temps et d'une manière, je trouve, qui a l'air d'être très naturelle, tu vois, et enfin ça paraît presque facile en fait, alors que on va certainement parler du fait que ça ne l'est pas, mais voilà. Donc non, ça ne l'est pas, mais en effet, c'est été toujours un peu une évidence. Tu vois, on dit souvent avec Mao que on avait une force qui nous poussait dans le dos pour toujours avancer voilà. Donc et tout nous a paru assez évident. Les facteurs clés de succès, le bouche à oreille. Beaucoup au départ, tu vois, on était sur la route avec Mao, donc on démarchait, pas forcément le temps de faire de la com, tu vois, de faire connaître la rosée. Donc c'est vraiment le bouche à oreille qui a fait connaître la rosée, l'efficacité des produits. C'est des produits qui s'offrent beaucoup, tu vois. D'accord. On nous le dit souvent, les pharmaciens nous disent, c'est dingue, on nous demande énormément des produits. C'est joli en fait, c'est malin. Ouais, voilà, donc pour des produits à offrir et donc le bouche à oreille et puis le fait qu'on ait un discours authentique, transparent. Ça a beaucoup plu, tu vois, quand on a commencé. Et le fait de finalement, on est parti avec cet ADN dont je te parlais, sain, naturel, efficace, éco-responsable. Et tout ça, on était vraiment précurseurs et on est arrivé, tu vois, on est juste dans l'air du temps. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. On est en pleine transition écologique. D'accord. Donc, oui, parce que je fais un parcours à la CEC, à la Convention des entreprises pour le climat depuis avril dernier avec notre directrice RSE. D'accord. Alors, c'est quoi la Convention des entreprises pour le climat ? C'est une association d'intérêt général qui organise des parcours de prise de conscience et de transformation des dirigeants, en fait. Donc, faut être déjà un petit peu concerné par le sujet parce que c'est exigeant, c'est long, ça prend du temps. Donc, je suis encore en cours, voilà. Et c'est vraiment transformatif. Donc moi je pensais être, tu vois, on a quand même toujours prôné l'éco-responsabilité et c'est pas juste parce que c'est à la mode, tu vois, c'est depuis le début, comme je te le disais, on a fait partie d'un consortium, on fait partie d'un consortium pour le vrac, on travaille la consigne, on met à disposition nos innovations pour les concurrents pour justement que le changement soit collectif et qu'on ne garde pas pour nous des choses qui peuvent servir et créer moins de déchets. Donc comme notre déodorant qui est notre best-seller, on l'a mis à disposition, le concept, et tu vois, on veut pas s'arrêter là parce qu'en fait on peut pas faire des petits changements, tu vois, les petits efforts comme on dit, et on le voit là, tu vois, les catastrophes du dérèglement climatique, elles sont tout le temps, on le voit ces jours-ci, et en fait on va tous en connaître, et en fait on est vraiment la génération qui pouvons changer les choses. On est la dernière génération qui pouvons le faire d'ailleurs, et donc c'est un devoir en tant qu'entrepreneur, et c'est vraiment la prise de conscience que j'ai eue à la CEC. Donc le parcours est absolument incroyable, les conférences sont dingues, mais en plus de ça tu t'écris ta feuille de route, et tu vois, j'ai vraiment eu un déclic où ils te font écrire une lettre moi je l'ai écrite à mes enfants, et en fait il commence par maintenant que je sais, et tu vois, ils l'ouvriront en 2040, tu vas pas dire maintenant que je sais que voilà, je ne ferai rien, tu vois, ça te crée vraiment un déclic et l'envie de décaler ta vision, de changer ton regard, de faire différemment, de te dire ok, en fait il faut consommer, il faut créer, consommer différemment, il faut que le changement soit collectif, mais il faut vraiment faire bouger les choses, et donc du coup tu repenses tout, tu repenses ton modèle, t'apprends à renoncer, tu te demandes en fait ce que c'est que le succès, comment réussir, mais tu vois, autrement, en laissant un avenir correct, si on peut, à nos enfants. Et donc ça a été vraiment transformatif, et donc depuis avril dernier, voilà, on est en pleine transition écologique, et donc le but c'est de devenir une entreprise régénérative. Ça veut dire donner plus à la planète que ce qu'on lui prend. Ah oui.
Alors, c'est pas une mince affaire, tu J'imagine. vois. Donc, on est... Il y a des exemples d'entreprises qui le font déjà? Oui. Alors oui, il y a qui travaillent qui travaillent dessus, qui y sont. Non, je n'ai pas d'exemple. Ouais. Donc tu vois, c'est pour nous, c'est changer tes ingrédients en ingrédients régénératifs, mais c'est tout repenser de la conception à la distribution de ton produit, c'est repenser à ce que tu proposes comme produit, à ce qui est, on a l'essentiel de la salle de bain, on a très peu de produits, nous on en a 43 et 53 références, donc si tu comptes les éco-recharges, mais tu vois, c'est aller plus loin que te dire que oui, je propose un quart de la gamme rechargeable, c'est de se dire en fait comment on va consommer demain, qu'est-ce que je propose, comment, sur quoi je renonce. Tu vois, c'est vraiment repenser en fait en profondeur ton modèle, et c'est ce qu'on est en train de faire. Hyper excitant. Voilà. Mais oui, ça l'est. Je voulais te demander si à un moment quand même dans le parcours de la rosée qui, une fois de plus, paraît sans encombre, mais si vous avez eu des gros challenges, ou peut-être, pour le reformuler, quels ont été les plus gros challenges que vous avez vécus, que toi, à titre personnel, en tant qu'entrepreneur, t'as vécu dans le cadre du développement d'entreprise? Je dirais la structuration. On est encore en cours, mais c'est très compliqué. C'est combien de personnes à peu près aujourd'hui? 170. 170. Basé à Lyon, tu me disais, c'est ça? Alors, on a la moitié sur le terrain. D'accord. On a des commerciaux en interne, et la moitié, basée à Lyon. Et la structuration, quand tu passes de 50 à 100 personnes en quelques mois, qu'il faut que, en fait, tu gardes ton ADN, que tu perds pas ton ancrage, que on avance tous dans le même sens. C'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile, je trouve, depuis le début de la rosée. C'est vraiment ça. C'est quand t'accueilles de nouveaux directeurs qui viennent de grands groupes, en fait, il faut s'adapter, changer de logiciel, tu vois, comme on dit. Puis les anciens souvent n'aiment pas trop, on va dire, ce 109 qui n'a pas les mêmes codes. Nous, on a vraiment, ça se passe hyper bien, on a une super ambiance, etc. Mais effectivement, il faut s'adapter, et ça peut créer, comme on les appelle, des sables mouvants. Tu vois, au début, parce qu'en fait, il faut s'adapter à l'autre, se dire non, mais attends, toi tu faisais comme ça, mais en fait, nous ça marche quand même, et c'est peut-être pas encore optimal, mais on y arrive. Et du coup, la structuration est pas évidente pour tout le temps garder ta trajectoire, et pas perdre le cap, quoi. Et un conseil à donner justement sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui parle à beaucoup d'entrepreneurs, enfin je le vis, beaucoup d'entrepreneurs le vivent, c'est est-ce que toi, t'as un insight, que t'aurais appris quelque chose, un petit aha moment, tu vois, où tu t'es dit, ah, en fait, ça, je le faisais pas bien, ou une chose, tu vois, que t'as appris à faire, justement, dans le cadre de ce travail sur la structuration? Pour le faire mieux, quoi. Déjà, je pense que c'est communiquer, c'est ça, prendre le temps de se poser, de se dire ok, est-ce que là on part vraiment dans le bon sens, est-ce que comme ça on va y arriver et pas se perdre et travailler en parallèle, et voilà, donc je dirais qu'en fait, il faut pas brûler les étapes. Ça paraît vraiment bateau, tu vois, mais parfois, quand t'accueilles aussi des profils plus seniors, parce que en fait, au début, t'as connu, c'est souvent des premiers jobs, etc. Et puis, quand après, t'accueilles des gens qui connaissent mieux leur sujet que toi-même, tu le connais. Eh bien, c'est de pas brûler les étapes et d'y aller step by step, tu vois, parce que sinon, tu peux vite faire des gros coups de volant qui peuvent être dangereux pour la suite. Donc, je dirais vraiment prendre le temps, même quand il n'y a pas le temps. Et c'est toujours cette question de temps. Mais c'est vraiment prendre le temps, encourager du coup les équipes à se parler, à communiquer, à s'expliquer les choses. Et on croit toujours que c'est bon, c'est fait, ils sont formés, tout va bien, ça va aller. Non, mais en fait, et puis faire des points d'étape réguliers pour se demander si en fait, là, ce qui est mis en place, c'est tout, c'est ok, quoi. Je crois que vous êtes aussi en phase d'internationalisation, si je me trompe pas. Vous êtes ouvert dans combien de pays à peu près? 11 pays déjà. Là aussi, énorme sujet, infini en réalité, enfin pas infini parce que à l'échelle de la planète, mais quand même pas loin. Comment est-ce que vous avez abordé les choses? Est-ce que ça a été une évidence pour vous, l'international? À quel moment vous vous êtes dit ok, c'est bon, on y va? Et peut-être aussi comment est-ce que vous l'avez mis en place?
Écoute, alors au début, faux départ, on y allait trop vite, pas structuré, on n'avait pas déterminé nos exigences et on est parti avec les mauvais partenaires. Et en fait, la clé à l'international, c'est d'avoir les bons messagers. Tes distributeurs, si tu pars en distribution, ce soit les bons messagers qui portent tes valeurs, qui construisent ta marque à l'étranger de manière pérenne et pas juste en one shot. Voilà, donc faux départ avec des partenaires. Donc c'était beaucoup trop tôt. On a saisi des opportunités sans attendre d'être structuré, donc ça n'a pas ça n'a pas fonctionné. Et là, on a repris les choses vraiment de manière plus structurée avec les bons partenaires et du coup aujourd'hui on est lancé dans 11 pays, on a des filiales et des distributions. Ça aussi c'est aussi compliqué de savoir quand est-ce que tu pars en filiale, quand est-ce que tu pars en distribution. Mais qu'est-ce qui fait l'arbitrage? C'est la taille du pays, l'arbitrage, en fait tu vois par exemple on est en filiale en Belgique, en Espagne parce que c'est le même modèle qu'en France et que c'est quelque chose qu'on connaît, c'est la pharmacie. En plus le modèle pharmacie il évolue, il est très différent dans tous les pays, quoi. Exactement. Donc là, il vaut mieux que tu reproduises ce que tu sais faire et on est parti en filiale au Canada parce que pareil, pharmacie, chaîne de pharmacie, donc voilà. On a créé une JV en Corée, donc là autre modèle et sinon le reste est en distribution avec des partenaires qui te ressemblent, quoi. Génial. Toi, donc tu me disais que tu as le rôle de directrice générale et en fait je trouve que c'est un rôle qui est pas facile parce que c'est un peu celui qui doit arbitrer justement sur tout en permanence, qui est un peu pas expert de quoi que ce soit, mais en même temps, il est censé trancher. C'est le chef d'orchestre, quoi. Exactement. Et t'es pas né DG, tu as dû l'apprendre. Est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu as eu des mentors? Comment est-ce que tu t'es élevé, quoi, d'une certaine manière sur ce poste? Tu vas me dire sans doute que tu as beaucoup à apprendre encore, comme nous tous. Mais tu vois, comment est-ce que justement tu as essayé d'appréhender ce poste qui est pas facile? Je me suis pas forcément posé beaucoup de questions, c'est venu naturellement et puis parce que fallait bien faire, quoi. Le choix, quoi. Voilà, donc mais t'as eu des coachs à un moment, enfin tu t'es non, pas des coachs pour savoir comment diriger. Je pense qu'après c'est quand même c'est un truc que t'as en toi, même si t'es pas expert et que t'apprends. Et encore une fois, je pense que en fait oui, c'est le chef d'orchestre, mais t'es le chef d'orchestre avec des musiciens exceptionnels et donc encore une fois, c'est de savoir bien s'entourer avec des gens qui t'a vraiment confiance, avec qui t'es aligné, t'aimes travailler, faut que ce soit une joie, un plaisir, et du coup en fait eux aussi c'est la première fois tu vois qu'ils dirigent, qui sont un codir d'une boîte, etc. On a tous à peu près le même âge et pas forcément d'expérience de ce type ailleurs et en fait, on apprend ensemble en marchant et on fait certainement plein d'erreurs, mais on réussit aussi et du coup t'apprends, oui, parce qu'il y a il y a de l'évidence et puis il y a un moment donné où il faut aussi processer les choses, tu vois, faut apprendre à faire un codir où tu débriefes pas pendant 1 heure, mais que tu sois efficace tout le temps et que tu sois à la fin, t'aies pris des décisions. Donc c'est sûr que tu professionnalises la chose petit à petit et voilà, mais ça se fait plutôt assez naturellement et instinctivement en fait. Donc tu fais plutôt partie de celles qui aiment bien suivre leur instinct. Oui, ça c'est sûr. Alors j'ai une question, je te préviens, ça n'est pas un entretien de personnalité, mais j'ai un peu envie de la tenter parce que ça m'intrigue, donc je te pose une question qui m'intrigue, c'est qu'est-ce que tu penses sont tes plus grandes qualités professionnelles et aussi, ou personnelles d'ailleurs, et aussi évidemment tes plus grands points d'amélioration, comme on dit dans le monde du poétiquement correct, c'est-à-dire tes défauts, on va dire professionnels ou personnels. Ok, alors on commence par quoi? Comme tu le sens. Alors défaut personnel, déjà je ne suis pas physionomiste. Et je te jure que c'est un énorme handicap. Tu veux dire tu reconnais pas les gens Non, vraiment. Ah ouais. Donc, mais ça c'est depuis toute petite, c'est pas une question de je fais plein de soirées mondaines et que du coup je vois tellement de gens que je reconnais pas, c'est pas du tout mon truc. C'est juste que j'ai besoin de voir plusieurs fois les gens pour imprimer. Donc la prochaine fois qu'on se croise, tu me reconnais pas. Non mais là quoi. c'est bon.
Là, ça va, je te connaissais, je te connaîtrais. Mais c'est vrai que voilà, tu vois, ça, c'est un défaut handicapant. Non, mais j'avoue que ça peut être... Et c'est très dérangeant. Ouais, voilà. Donc, je l'avais aussi quand j'étais au comptoir de la pharmacie, tu vois. Ah oui. Je pouvais... ah oui, ça devait être quelque chose. Je connaissais pas forcément les gens qui revenaient en me disant « j'ai adoré votre conseil, etc. » Voilà. Donc ça, c'est un défaut véritable et très handicapant. J'en ai plein d'autres, mais celui-là qui te vient à l'esprit, très bien. Voilà, j'ai celui-là qui me vient à l'esprit. Qualité. C'est dur de parler de soi en qualité, mais j'aime bien la poser cette question. On se force un peu à se. Qualité, je pense que je suis quelqu'un qui écoute. Je pense être quelqu'un d'empathique. Je pense être quelqu'un qui, en qualité, je pense que se remettre en question est une qualité, et je suis quelqu'un qui me remet vraiment en question. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. D'accord. Voilà. Donc je t'ai donné trop de qualités par rapport à mes défauts. Bah oui, je vais devoir avoir quelques défauts supplémentaires. Je peux t'en trouver parce que sinon c'est pas très juste. Non, mais on sentait que c'était sincère. Et c'est vrai que la remise en question, tu vois, c'est drôle que tu le dises parce que j'ai tellement d'entrepreneurs et de dirigeants qui me disent qu'en fait leur métier c'est aussi d'apprendre à remettre en question. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on est entrepreneur, c'est qu'on a remis en question quelque chose d'établi en fait, mais aussi dans notre quotidien. Mais c'est un peu douloureux du coup aussi parce c'est très douloureux. On se remet quand même un peu tout le temps en question. Ouais, quand même. C'est une belle torture même, je te dirais. Oui. Enfin, en tout cas, pour mon cas, c'est quelque chose qui est très, très présent, de tout le temps se refaire l'histoire, se redemander, se dire comment on aurait pu faire, etc. Et c'est quelque chose qui est présent chez moi, et ça se travaille aussi pour un petit peu ça te bloque pas, au sens, t'as l'air quand même assez fonceux, donc ça te paralyse pas non plus? Non, ça me paralyse pas, mais ça m'occupe bien le cerveau, tu vois, et c'est peut-être, parfois j'ai ce regret de se dire, j'ai perdu trop de temps pour ça c'était vraiment inutile, et en fait, voilà, on avance, quoi. Ok. Très bien. Et donc, un petit défaut supplémentaire? Oui. Défaut supplémentaire. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Je parle beaucoup. C'est un défaut. Non. Attends, je trouvais. C'est horrible. Ça peut. C'est dur. Non. Moi, je suis impatiente, par exemple, très impatiente. Voilà. Si, je suis impatiente. Je peux être brouillon et je me précipite du coup. Tu vois, à cause de ça. En plus, je pourrais te citer 1000 défauts là qui me viennent en tête, mais j'essaye de. Non, mais je suis comme toi. Je suis quelqu'un. Oui, je suis impatiente. D'accord. Bon, ce qui est aussi souvent le défaut de la qualité de l'entrepreneur. Mais c'est une question de dosage. Oui, c'est une question de dosage. Maintenant, on arrive au doux moment de mon crible. Donc, je pose toujours les mêmes questions à la fin du podcast, que j'aime beaucoup. Tu vas voir, c'est un peu des grandes leçons de vie. Et donc, je suis curieuse de savoir ce que tu vas me répondre. La première de ces questions, c'est: est-ce que tu as vécu dans ta vie, pas forcément du tout avec la rosée, un grand échec, un peu ton plus bel échec, tu vois, et qu'est-ce que t'en as tiré comme enseignement pour que on puisse en bénéficier? Oui, alors tu vois, je t'ai parlé tout à l'heure de l'international. C'était un bel échec quand même au début quand on s'est lancé, et puis de se dire tiens, en fait on y croyait, et puis on n'est pas parti avec les bons partenaires, il faut revenir à la case départ. Tu te remets en question, tu te dis qu'est-ce que j'ai raté, on n'était pas assez structuré, on savait peut-être pas ce qu'on voulait exactement, quelles étaient nos exigences, etc., comme je te le disais tout à l'heure, et mais ça t'apprend énormément. T'apprends parce que t'apprends à pas te précipiter, à pas être un peu impatient, et à te dire ok, on va prendre le temps de trouver les bonnes personnes, et on va prendre le temps d'y aller step by step. Donc oui, c'est un apprentissage parce que c'est coûteux aussi de se tromper. Donc je parlerai de cet échec là qui me vient en tête. Et qui était autour de quelle année? Qui était autour de 2020. D'accord, oui, donc à peu près 5 ans après la création, encore un petit peu trop tôt. Très bien. S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu aurais envie de refaire différemment? Dans la vie pro, perso, le sport, je ne sais pas.
J'ai pas forcément de regrets parce que tu sais pas si tu changeais un tout petit truc, ce que ça pourrait engendrer, puisqu'on sait que voilà, les échecs sont un apprentissage et te permettent de... En fait, je crois beaucoup au destin. Donc, parfois, t'as des échecs comme rater un concours et ça te met une Mao sur ton chemin. Et bah, tu vois, en fait, c'est que ça devait arriver et c'est que c'était ton destin. Donc, il y a pas forcément des choses que je referais autrement comme ça parce que j'aurais peur de trop changer. Donc rien ne me vient en tête. Voilà. Pas de problème. Alors celle-ci, c'est mon côté joaillière qui parle, mais à tous les sens du terme. Qu'est-ce que tu trouves beau au sens métaphorique d'un comportement, d'une attitude, ou vraiment un paysage, si tu veux quelque chose que tu trouves esthétiquement beau? Les couchers de soleil. Oui, esthétiquement beau, mais après au sens plus large, enfin peut-être moins concret, mais l'amour, enfin voilà, c'est ce qu'il y a de plus beau, l'amour. Donc voilà, mais ça se voit dans tout, tu vois, tu peux regarder dans tout en fait. Et alors à l'inverse, qu'est-ce qui t'irrite, qu'est-ce qui t'énerve, qu'est-ce que tu détestes observer, que tu trouves laid justement? L'injustice. Petite, moyenne, grande injustice. Petite, moyenne, grande injustice. Ouais, toutes les injustices. Et ouais. tu agis de temps en temps quand t'en vois? Oui, bien sûr. Ouais, parce que ça m'irrite. Et certainement qu'aussi moi-même, je peux être injuste à certains moments. Il y a des choses tu peux pas toujours tout voir dans une situation, tout contrôler, tout voilà, et donc tu dois forcément à un moment donné certainement avoir faire des choses qui sont injustes et que tu ne vois pas sur le moment. Mais en tout cas quand tu les vois, enfin quand je les vois, et si c'est moi qui les ai commises, j'essaye de réparer, de m'excuser, de me remettre en question. Mais ouais, l'injustice c'est quelque chose qui m'embête. Est-ce qu'il y a une cause qui te tient à cœur particulièrement? Oui, plein de causes. Qu'est-ce que je te citerais? Nous, tu vois, on est très engagés chez La Rosée. Du coup, la terre, la mer, l'humain. Et du coup, toutes ces causes, enfin, tu vois, de savoir que grâce à La Rosée, tu vois, on peut aider, donner l'accès à l'eau à des enfants, voilà, tout ça en fait c'est des choses qui me rendent fière, qui m'animent de savoir que en fait et qu'on va toujours plus loin, qu'on peut on développe d'ailleurs énormément le mécénat puisqu'on peut le faire, plus tu grandis plus tu peux le faire, et quand on voit ce qu'on réalise, on est hyper fiers de ça. C'est des beaux aboutissements. Une question qui me vient un peu en dehors du crime, mais et tu peux tout à fait me dire non, je ne veux pas te répondre, Pauline, mais tu penses que La Rosée, c'est un peu la boîte de ta vie et tu te vois y travailler encore très très longtemps? C'est des questions que tu te poses, tu te les poses pas parce que tu sais que non, tu veux te barrer après-demain, enfin non, dans quelques années, mais je te pose la question, déjà parce que visiblement Mao est plus opérationnel. Oui. Du coup je me suis posé la question. Bien sûr. Quand, et en fait c'est une question légitime en fait que tout entrepreneur sincèrement se pose en vérité. Oui. Donc toi, est-ce que tu y as réfléchi? Est-ce que tu acceptes de nous en parler? Oui, pas de souci. Quand Mao a pris cette décision, bien sûr que j'y ai pensé et que tu te dis, t'as créé la boîte ensemble, tu pars ensemble, quoi. Et puis en fait, moi, c'était pas mon moment. J'avais pas, je ressentais pas l'envie, donc il y a tellement de choses qui m'animent, et puis j'ai l'impression de pas avoir fini en fait. Mon parcours, de pas avoir on a encore tellement de choses à faire, et plus grandes que pour moi que de tu vois juste, et c'est déjà énorme, proposer des produits, tu vois, mais si on peut demain influencer sur la manière de consommer, sur une prise de conscience, parce que quand je te disais qu'on était en pleine transition écologique, on documente aussi tout ce qu'on fait pour pouvoir
le transmettre à des entreprises qui voudraient se mettre en transition et pour aller plus vite. Donc on documente tout ça pour s'en souvenir, parce qu'en fait finalement t'oublies très vite. Et donc moi c'est pas quelque chose, non, je me vois sur le long terme chez La Rosée, et je pense que d'ailleurs pour faire les choses avec passion, tu peux pas avoir dans le coin de ta tête en te disant dans 1 an c'est fini, dans 2 ans c'est fini, dans 3 ans, dans 4 ans. Enfin tu pilotes en disant que c'est pour toute la vie, quoi. Donc je connais pas l'avenir, mais en tout cas je suis vraiment dans cet état d'esprit, en tout cas. C'est pour toute la vie. Hyper clair. Bah écoute, je partage ça avec mon entreprise. Non, mais c'est vrai que c'est pas le cas de tous les entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs, ils créent une entreprise en se disant je veux que ça dure 4 ou 5 ans. Et c'est vrai que je le comprends, et c'est vrai que c'est fatigant, etc. Mais donc d'ailleurs, c'est pas pareil quand tu pars pour un espèce de sprint et quand tu pars quand même en te disant qu'il y a pas vraiment de date de fin. Je pense qu'il faut vraiment partir quand tu entreprends en disant que c'est le marathon de ta vie, parce que c'est vraiment ça. Que ça dure d'ailleurs 10 ans, 20 ans, 30 ans, 5 ans, c'est un marathon, parce que c'est quand même... faut être résistant, résilient. Et est-ce que tu as une maxime ou une citation qui te tient à cœur, peut-être que tu te répètes de temps en temps, que tu pourrais partager avec nous? J'adore les citations. J'avais un carnet de citations quand j'étais ado, et donc du coup j'en ai plein en tête. Je te dirais la dernière que j'ai écrite sur le WhatsApp du bureau pour la bonne année, et c'était une citation du Petit Prince qui était attends, je me la remets, c'est le temps que tu perds c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Bon, Le Petit Prince, de toute façon, c'est terrible parce que tout est beau dans ce livre. Tout est beau. Donc, tu prends n'importe quelle phrase et c'est magnifique. Merci en tout cas du partage. Celle-ci, je l'aime bien. Est-ce que tu as une croyance qui est controversée? Ce que je veux dire par là, c'est une opinion et tu constates que le monde autour de toi ne la partage plutôt pas. J'ai plein d'exemples. J'ai des personnes qui m'ont dit, par exemple, tout le monde dit que la France va à volo. Bah moi, je crois que la France est un pays formidable. Ou quelqu'un qui m'a dit, on pense qu'on est plus sage quand on vieillit. C'est totalement faux. On se tape 150 000 biais cognitifs en plus. Et du coup, non, c'est pas vrai. Donc voilà, ce genre de choses. Je suis assez d'accord avec la dernière. Alors, je sais pas si c'est hyper controversé ce qui me traverse l'esprit, mais je te dirais se foutre du regard des autres. C'est pas forcément hyper controversé, mais quand même. Enfin bon, si, ça peut. Ça peut. Et je pense que... Enfin, en tout cas, je pense que l'opinion n'est pas controversée, mais le fait de le faire l'est. Voilà, exact, oui. Et du coup, je trouve que c'est quand même quelque chose qui peut pour le coup, t'empêcher d'avancer, tu vois, t'empoisonner un peu l'existence. Et voilà, donc il faut... Et ça a un sujet pour toi? Oui, je pense que ça se travaille, oui, de le regard des autres. Et comment tu le travailles? Non, mais je bois tes paroles parce que problème j'y travaille aussi en faisant exprès, par exemple, parfois faire un post. Moi, par exemple, honnêtement, le fait d'être sur Instagram, au début, tous mes potes se foutaient de ma gueule, évidemment, parce que j'ai que des amis qui ne sont pas sur Instagram. Et en fait, je leur ai dit, mais en fait, c'est comme ça que je fais connaître mon podcast. Et c'était presque une manière aussi pour moi, sincèrement, peut-être que je post-rationalise complètement, mais de pas d'en avoir rien à faire du regard des autres, tu vois. Et donc, entre autres. Mais donc, oui, je suis d'accord avec toi. Et parfois, justement, t'es inhibé en te disant, tu vois, si tu t'es posé la question, j'y vais pas, c'est que forcément, c'est le regard des autres et ça peut t'inhiber et ça aurait été très dommage que t'y sois pas. Et du coup, je pense que dans la vie, c'est ça aussi, c'est, parfois, tu fais pas des choses en te demandant, au lieu de les faire pour toi, tu te dis qu'est-ce que vont penser un tel. Et donc au final ça t'inhibe, ou même parfois il y a des choses qui peuvent te faire mal parce que juste en fait les gens savent pas, et parce que t'as pas le temps d'expliquer, ou tu peux pas tout expliquer. D'ailleurs, ça me fait penser à une chanson de Véronique Sanson que j'adore. Pour me comprendre, tu l'as? Non, je vais pas la chanter. Pour me comprendre. Dommage, j'espérais. Non, mais pour me comprendre, il faudrait connaître ma vie. Pour me comprendre, il faudrait savoir qui je suis. Et pour l'apprendre, il faudrait devenir mon ami. Tu vois?
Et ben, c'est effectivement ça. En fait, on peut pas tout savoir, tout expliquer. Non, se mettre à la place des autres. Se mettre à la place des autres. Et forcément, parfois, le regard, sans que tu puisses tout expliquer pour, avoir toute la version de l'histoire, ou, il peut te... D'ailleurs, le jugement, c'est une preuve de non-empathie, sincèrement. Le jugement, voilà. Hyper intéressant. Et je te remercie. Un sujet sur lequel tu as changé d'avis, donc pas forcément dans le cadre de la rosée, puisque visiblement c'était pas forcément le cas, mais même à titre, tu vois, personnel, je sais pas, social, philosophique, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu as pu changer d'avis? Ah, mes questions sont difficiles. Ouais, c'est difficile. Hein. C'est un peu philo de comptoir, tu vois. Mais j'adore la philo, j'adore ça. Tous les matins, je lis Marie-Robert. Ah, formidable, Marie-Robert. Marie, si tu nous entends, je sais que tu écoutes le podcast. Ça serait sympa que tu viennes une fois, quand même. Marie, que j'aime à la folie. Attends, du coup, je suis plus dans ta question. Qui était, est-ce que j'ai changé d'avis? C'est ça, hein? Ouais. T'évolues énormément, tu changes ta façon de... Tu mûris, tu grandis, je pense que peut-être je suis plus tolérante, plus ouverte qu'avant. Je suis plus ouverte sur le monde, voilà. Mais est-ce que j'ai radicalement, certainement, mais là j'ai pas de, voilà, y a rien qui me vient. Je suis désolée, Pauline. C'est bien, ça veut dire que tu n'étais authentiquement pas préparée, ce qui est encore plus parfait. Non, mais c'est, parce que j'ai pas là de grandes idées où je me dis vraiment, je pensais comme ça avant, j'ai complètement changé d'avis. Je pense juste, je pense que je suis plus compréhensive. J'ai justement, tu vois, on parlait du regard des autres, du jugement. J'ai beaucoup plus envie, tu vois, de me dire, ok, il s'est passé ça, mais en fait, vas-y. Parle-moi, j'ai envie tu vois, de creuser, de plus de profondeur pour mieux comprendre. Et parfois dans la vie, tu peux, tu vois, dans des relations humaines, faire des raccourcis. Et tu prends pas le temps. Et en fait, d'ailleurs, ça peut créer des conflits parce que t'as juste pas pris le temps de te poser, de comprendre l'autre. Ouais. Et voilà. Et c'est ce que, peut-être, c'est des choses sur lesquelles, en grandissant, en mûrissant, t'évolues. Voilà. Et ce qui permet d'ailleurs de moins souffrir du regard des autres aussi, parce qu'en fait, tu te rends compte que, en fait, le jugement des autres, on s'en fout un peu, parce que au final, ils ne comprennent pas la situation. Oui, en réalité. C'est ça, exactement. C'est ce que j'essaye de me dire, bien souvent. Un ou des livres que tu as lus et qui t'ont marqué à un moment dans ta vie. J'aimerais bien, du coup, que tu me les cites, et puis pourquoi, du coup, ils ont été aussi importants pour toi. Alors des livres, oui. Alors j'adore les biographies, autobiographies, D'accord. tout ce qui est, j'adore les histoires vraies. Tu vois, là pendant les dernières vacances, j'ai lu la biographie de Steve Jobs que j'ai celle de Williamson, comment il s'appelle, Isaacson, pardon. Ouais. Je l'ai pas lu en entier encore, mais elle est costaud. Voilà, mais j'adore ça. Alors j'ai pas forcément là en tête une biographie qui m'a le plus marqué, mais du coup, je vais te reparler par rapport à ma citation, parce que si j'ai fait cette citation, c'est parce que j'ai relu Le Petit Prince pendant ces dernières vacances. Je l'avais lu, et tu vois, en fait, c'est tellement un livre intemporel qui traverse la vie, et tu peux le lire à tes enfants, tu peux le lire ado, tu peux le lire jeune adulte, ou après, tu le lis en comprenant des choses nouvelles. Et tu vois, j'ai pleuré en lisant, mais vraiment, j'ai fondu en larmes et tout. Et tu te dis, voilà, de Le Petit Prince. Et je me suis redit à quel point c'était un vrai chef-d'œuvre, et qui te permet de vraiment regarder la vie avec le cœur, avec le regard d'un enfant. Et c'est vraiment merveilleux. Donc, je te dirais, je me suis vraiment dit, là, à Noël, c'est le plus beau livre que j'ai jamais lu, quoi. Vraiment. C'est un livre qui marque, et puis tu peux tout, comme tu me le disais, toutes les phrases, en fait, t'as envie de tout retenir, t'as envie de l'apprendre par cœur. D'ailleurs, il est très court, hein, mais je pense que ça a été... mais il y a rien à jeter. Il y a littéralement rien à jeter. Pour tout te dire, je crois que c'est le 2e livre le plus lu ou vendu, je ne connais pas la stat exacte, au monde, derrière la Bible. D'accord, ok. C'est à l'échelle mondiale, hein. C'est quand même assez fou.
Bah là, je l'avais pris pour lire en histoire du soir à mes enfants. Mais il y a pas beaucoup de dessins, donc à 5 et 3 ans, voilà. Mais même, tu vois, ils regardent le mouton. Je t'imagine en train de pleurer avec tes enfants. Non, mais en fait, c'est parce que je l'ai commencé le soir, et puis je leur montrais les dessins, et puis je voulais voir, tu vois, et c'était marrant la manière dont ils voyaient, justement, le boa, le mouton, etc. Et de les entendre, et puis du coup, ça te fait sourire. Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais le relire moi, et voilà, et j'ai pleuré. Bon, génial, bah, tu vois, tu me donnes envie de le relire. Mais je suis d'accord avec toi, en plus, ça fait partie des livres, à chaque fois que tu le reprends, t'en tires quelque chose de différent. Dernière des dernières questions, enfin, j'en ai quand même une petite dernière après ça. Est-ce que tu as un dernier message que tu veux faire passer, ou je sais pas, un fin mot de l'histoire, tu vois, que tu pourrais nous dire à l'issue de ce podcast, de tout ce parcours, de tout ce qu'on a découvert ensemble, quelque chose que tu aurais envie de dire à ma chère audience? Eh bien, de suivre sa petite voix intérieure, d'être indécourageable pour ton audience d'entrepreneurs. Ouais. Et il n'y a pas que des entrepreneurs. Non, mais bon, mais il y en a quand même pas mal. J'imagine qu'il y en a beaucoup, mais oui, il n'y a pas que. Bah, pour tous, hein. Pour tout, oui, parce que je pense que ça vaut pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Puis on est entrepreneur de sa vie au final. Ouais, tout à fait. Et peut-être d'être le héros de ses enfants. C'est beau ça. Voilà. Magnifique. Écoute Colline, je te remercie 1000 fois pour ton temps. Continue à nous inspirer, à surtout nous apporter autant d'authenticité, de générosité, d'empathie, de non-jugement. Ça fait quand même plaisir à l'heure actuelle où on est, je pense, dans une société qui aurait bien besoin de faire preuve d'un peu plus d'empathie et de générosité. Mais donc continue à nous donner envie de suivre tes aventures. Et donc pour les personnes qui ne connaissent pas encore la rosée, bien sûr, on se retrouve en pharmacie pour tout découvrir. Vous avez de très très jolis petits packaging. Bravo d'ailleurs pour la DA et le branding qui sont hyper sympas. Et puis aussi toi à titre personnel, si jamais on veut te suivre, on peut le faire, je crois peut-être sur LinkedIn surtout. Oui, sur LinkedIn. C'est le mieux. Sur Insta, non. Pour que maintenant, là, avec ce premier épisode de podcast, tu deviennes une figure publique de l'entrepreneuriat français sur LinkedIn. Pour pouvoir partager ton aventure. Eh ben écoute, je te remercie Pauline, c'était un grand merci. Super, merci beaucoup.